Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Vous le savez, le JT Vu d'ailleurs, comme chaque vendredi, élargit le spectre sur TV Finance et on parle d'actualité économique, sociale, culturelle, militaire, bref, on élargit le spectre. Ce sont des articles que vous pouvez retrouver sur le site internet www.vudailleurs.com et on commence comme à notre habitude avec l'international et cette question que j'ai envie de vous poser. Avez-vous entendu parler de cette micronation coincée entre la Croatie et la Serbie et qui se veut être le chantre du libéralisme radical, c'est-à-dire du libertarianisme. Opposé à l'étatisme en tant que système fondé sur la coercition, le libertarianisme prône la liberté comme valeur fondamentale des rapports sociaux, économiques et politiques. En gros, c'est une doctrine politique dont les principes se situent à gauche au niveau des libertés individuelles, liberté d'expression, légalisation des stupéfiants, liberté sexuelle, et à droite pour les libertés économiques, libre-échange, propriété privée, suppression des impôts. Bref, est-ce que ça vous fait envie ? Eh bien, si cela vous fait envie, faites vos valises et rendez-vous au cœur de l'Europe, dans un pays qui n'existe pas, mais qui a un nom. C'est Liberland, la micronation proclamée le 13 avril 2015 par Vitjenica. Je vous invite à vous y rendre. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après avec notre actualité en France. À tout de suite sur TV. En France, alors que la page des élections présidentielles est à peine refermée, s'ouvre déjà la page des élections législatives. Le premier acte fini, au cours duquel nous avons vu notamment Emmanuel Macron confirmé au poste de président de la République, mais également un net basculement à droite de l'échiquier politique français et une montée claire des populismes de gauche et de droite, un candidat s'est démarqué à la hausse. On pense au candidat Jean Lassalle, président du parti politique Résistons, qui a convaincu plus d'1 million de Françaises et de Français de voter pour lui. Alors qu'il semblait être à l'acmé de sa carrière politique, l'élu nous a tous surpris en annonçant son retrait de la vie politique. En effet, le chantre de la ruralité a annoncé lundi 2 mai 2022 à Oloron-Sainte-Marie qu'il ne se représenterait pas aux prochaines législatives. Il évoque des raisons de santé puisqu'il doit prochainement subir une opération à cœur ouvert et souhaite que son frère puisse lui succéder. Populaire mais avec des prises de position pas toujours consensuelles. Je rappelle notamment qu'il s'est rendu 2 fois en Syrie et a refusé de condamner Bachar el-Assad, qu'il est contre le mariage homosexuel et la PMA pour toutes les femmes. Mais au-delà de son combat politique et de sa vision, rappelons qu'un sondage l'avait placé dernièrement en tête des candidats avec qui les Français aimeraient bien boire une bière. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour l'actualité culturelle. À tout de suite. Depuis le début de la crise sanitaire, le paiement par carte bancaire est privilégié, notamment celui qui s'opère sans contact. C'est la conclusion de la dernière étude annuelle menée par la banque en ligne Fortuneo et publiée ce mardi, dernièrement. Ainsi, le paiement par carte bancaire a doublé depuis 2019, avec 61% des paiements réalisés sans contact. En 2021, rapporte cette étude. Ces chiffres appuient ceux du groupement des cartes bancaires qui indiquent que depuis le début de l'année, les paiements sans contact avaient augmenté de 44% pour atteindre 1,3 milliard d'euros au T1. Parmi les critères favorables à ce mode de paiement, les Français retiennent la rapidité du service, sa facilité et le fait qu'il permet une meilleure hygiène. Si le paiement sans contact est favorisé, tout le monde n'en connaît pas les subtilités. Ainsi, 54% des personnes interrogées n'ont aucune idée du plafond autorisé, 36% n'en ont pas connaissance et 18% déclarent qu'il n'y en a pas. Toutefois, les plus de 50 ans sont mieux informés que les autres consommateurs. On va marquer une petite pause dans ce JT Vu d'ailleurs et on passe juste après à l'actualité économique et sociale et notre interview. Cette semaine, nous serons avec David Gruson, épatant essayiste qui nous livre un remarquable essai sur les relations entre Albert Camus et Sarah, une allégorie puissante de l'intelligence artificielle qui nous amène à nous poser cette question: est-ce que notre liberté a-t-elle plus de prix que notre survie? A tout de suite sur TV Finance.
Nous sommes de retour dans votre édition du JT Vu d'ailleurs. C'est l'heure désormais d'accueillir notre invité et d'ouvrir donc notre page actualité économique et financière. Actualité économique et financière qui seront aujourd'hui dédiées à l'intelligence artificielle et à la notion d'existentialisme. Et pour ce faire, je suis en plateau avec monsieur David Gruson. Bonjour David. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie, avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, que vous êtes également diplômé de l'ENA, que vous avez été conseiller technique chargé de la santé du Premier ministre François Fillon, que vous êtes directeur du programme santé de Lumines et que, en parallèle, vous avez créé Ethikea en 2018, entreprise, c'est une entreprise d'ailleurs, oui, entreprise qui défend une régulation positive de l'intelligence artificielle. Vous êtes sur notre plateau aujourd'hui parce que vous êtes également essayiste et vous avez publié aujourd'hui le tome 3 d'une trilogie, tome 3 qui s'intitule Tuer Camus et qui est sorti le 18 avril dernier, édité aux éditions Beta Publisher. Monsieur Gruson, donc ce titre, ce troisième, cette trilogie va concourir au Grand Prix Vu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce Grand Prix Vu d'ailleurs ? Écoutez, un grand merci à Vu d'ailleurs d'avoir lancé ce premier prix du livre sur l'intelligence artificielle. Et j'ai la chance, l'honneur d'être sélectionné pour ce prix avec toute une série d'auteurs de très très haut niveau sur l'IA. Ça montre que l'intelligence artificielle intéresse, qu'elle donne aussi matière à production littéraire, avec dedans, dans cette présélection, des essais. Et là, j'ai la chance d'être sélectionné plutôt sur le registre de la fiction, avec effectivement cette série de livres, donc deux livres qui sont très liés l'un à l'autre, dont on avait déjà parlé. C'est Sarah, SA2RA, qui traite de la question du recours à l'IA en contexte de gestion de crise épidémique. C'est plutôt le thème de la fiction d'anticipation. C'est le premier volume, hein, c'est ça, oui. Sarah, une intelligence artificielle. C'est ça, et puis un tome 2 était sorti en 2020. Là, Tuer Camus, dont on parle ce matin, est d'une certaine manière à la fois le prolongement de ses livres. Il peut se lire de manière très articulée avec les deux premiers tomes, mais c'était aussi sur un plan de coupe très différent. Il peut être lu de manière indépendante. Je voulais aller peut-être au bout de la réflexion, au bout du thème, des enjeux éthiques, mais aussi des enjeux posés en termes de liberté sur le recours à l'IA, en organisant cette confrontation très improbable entre l'intelligence artificielle et Albert Camus. Et Albert Camus, donc ce troisième tome prend place en 1940, comme La Peste de Camus. Est-ce que c'est le seul parallèle qu'on peut faire ? J'imagine que non, puisque... Oui, en fait, je suis admirateur de Camus depuis très très longtemps. C'est la référence absolument insurpassable de la littérature épidémique. Quand j'ai écrit les premiers tomes de Sarah, j'avais évidemment cette référence en tête. Et je voulais aller au bout de cette réflexion, puisque ce que j'avais écrit dans Sarah, et c'est malheureusement en partie matérialisé dans le contexte Covid qu'on a connu. La peste a été remise à l'honneur, si besoin était, au moment de la crise sanitaire. Ça m'intéressait d'aller faire cette confrontation. Le thème du voyage dans le temps était d'ailleurs déjà un petit peu présent dans le tome 2. Donc là, on est en 1940, le jour du 11 novembre 1940, qui est un jour tout à fait particulier, puisque c'est, vous savez, le jour de cette manifestation des étudiants de France, le premier signe de résistance face à l'occupant. Et j'organise ce jour-là la rencontre entre l'intelligence artificielle Sarah et le jeune Albert Camus. C'est une période tout à fait particulière de sa vie, puisque c'est une période où il va être au cœur de la production de ses œuvres majeures. Il est en train à ce moment-là d'écrire Caligula, il écrira La Peste un petit peu plus tard, mais il en a déjà l'idée. Ça m'intéressait de provoquer cette rencontre qui a à voir directement avec le thème même de l'ouvrage, puisque ce que vient chercher l'IA auprès d'Albert Camus, c'est finalement d'aller à la rencontre de son garant humain, et pour lui poser la question, alors que c'est le thème du livre, l'humanité va s'éteindre sous l'effet d'un virus mortel en 2026, l'IA vient le voir en lui demandant finalement, Albert, je viens te voir pour te demander est-ce que ça vaut le coup de vous sauver, et est-ce que tu me donnerais ou pas les clés de votre destinée pour prendre les mesures utiles à votre survie. Du coup, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette notion de garantie humaine, ça équivaut à une forme de supervision de l'intelligence
l'intelligence artificielle, c'est ça que vous mettez? Oui, c'est ça. Alors là, dans Tuer Camus, la garantie humaine est portée finalement à ce qui en est au cœur, à son principe. C'est l'idée de dire que le recours à la technologie ne doit pas, d'une certaine manière, tourner sans supervision, et que l'IA, dans nos démocraties modernes, dans une période tendue, on l'a vu au niveau national, au niveau international, la technologie est facteur à la fois d'opportunité pour la démocratie, mais aussi facteur de risque, de déstabilisation, on dirait aujourd'hui de fake news. Alors, projeté en 1940, à l'époque d'Albert Camus, la terminologie n'existe pas dans ces mots-là. En revanche, on est à un moment tout à fait majeur pour comprendre ce qui est la fragilité de la liberté, la fragilité de la démocratie, et Camus a réfléchi sur ces thèmes. C'est intéressant de le relire aujourd'hui, et c'est intéressant de confronter l'IA à ce qu'a écrit Camus, la pensée de la révolte, l'esprit de résistance qui est au cœur de son engagement personnel. Le moment où se passe cette rencontre dans Tuer Camus, c'est le moment où, peu de temps après, Albert Camus va faire, lui, le choix de la résistance en s'engageant dans le combat et en portant un certain nombre de thématiques. Alors, c'est en ça, justement, que c'est très intéressant, ce parallèle entre ce qu'a écrit Camus, les années 1940, les années 2020 aujourd'hui. On a vécu le Covid, on a assisté à la montée du populisme en France au cours des dernières élections présidentielles françaises. On peut comprendre entre les lignes de cette montée du populisme, c'est que la démocratie représentative pourrait être mise de côté au profit de la démocratie participative. Du coup, est-ce que l'intelligence artificielle, et on parlait d'existentialisme, peut être supervisée? Parce que c'est ça le roman de Camus, c'est différents personnages qui sont mis face à une situation et ils réagissent tous différemment. Oui, vous avez parfaitement raison. La peste peut se dire aussi comme un formidable ouvrage de sociologie, d'analyse de la société dans laquelle Camus évolue à l'époque. Mais ce que ça montre, ce parallèle, c'est que finalement le sujet, c'est pas l'IA elle-même. L'IA est un outil qui a à voir avec une des dynamiques profondes de nos démocraties, d'ailleurs que Tocqueville décrivait dans La démocratie en Amérique, ce mouvement vers l'égalitarisme, un égalitarisme non maîtrisé, cette logique du nivellement, de la renonciation progressive à un certain nombre de libertés, la perte de l'esprit critique. Et de ce point de vue-là, le parallèle peut être fait entre la situation en 1940 et ce que l'on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'idée d'avoir recours à de la surabondance d'informations, on disait à l'époque de la propagande, pour infléchir le cours des choses, fait écho à un certain nombre de phénomènes de manipulation, là cette fois mobilisant les outils technologiques d'IA dans ce que l'on vit dans la crise ukrainienne aujourd'hui. Mais donc ça veut dire quoi, Monsieur Gruson? Ça veut dire qu'il faut avoir accès aux fake news pour pouvoir se dire que l'intelligence artificielle autorise les fake news pour que l'utilisateur puisse se faire son propre opinion? Ça veut dire que l'IA est une réalité fondamentale de notre société contemporaine. Il ne faut pas chercher à s'y opposer, ce serait complètement vain. Et d'ailleurs, moi je traite plus particulièrement des questions d'IA dans le domaine de la santé, ce serait un recul par rapport à tout ce qu'elle nous amène en termes d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, de percées scientifiques, médicales. En revanche, il faut avoir en tête que ces outils ne doivent pas être laissés sans supervision, sans garantie, et que la technologie elle-même est moins le problème que l'usage que l'on en fait et peut-être les puissances qui derrière cherchent à l'utiliser, à la manipuler. Mais la supervision, elle sera forcément orientée d'une certaine façon. Oui, alors ça veut dire que derrière il y a des méthodologies à construire. Donc là, quittons un instant le thème de la fiction, pour revenir dans le réel de ce qu'on fait avec Ethikia, on a porté cette idée de garantie humaine de l'IA depuis 2017, on en est maintenant à 12 modèles de collèges de garantie humaine qui vont associer dans le domaine de la santé des concepteurs d'algorithmes, des professionnels de santé, des représentants des patients, pour aller assurer une supervision régulière de ces outils avec un back-office technologique mis en place par Lumines qui permet de garder la traçabilité de cette supervision. Et ce sont aussi, puisque les représentants des patients y participent, de nouveaux espaces de démocratie sanitaire où on va pouvoir discuter de ce qu'amènent les algorithmes. Projeté sur une échelle plus sociétale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement se contraindre
à ne pas accepter la technologie telle qu'elle est et à prendre nécessairement pour argent comptant toutes les données que l'on ingurgite à longueur de journée. D'accord. Et dans le message que portait Camus, qui est aussi un message de résistance par rapport à ces faits acquis, à ces préjugés, il y a l'idée de s'interroger en permanence sur ce qui est, je le dis peut-être avec des termes un peu emphatiques, ce qui est un peu la vibration de la condition humaine. Nous sommes imparfaits. Nous faisons des erreurs, mais ces imperfections et ces erreurs sont ce que nous sommes profondément, vous le disiez tout à l'heure, existentiellement peut-être, et ce qui est cette nature imparfaite de l'humanité doit être préservé à la lumière de ce qu'amène la technologie, et d'ailleurs c'est un peu ça le message que l'IA vient délivrer à Albert Camus. Elle vient le chercher comme étant son suprême garant humain, et de ce point de vue l'IA Sarah qui est dans les 3 tomes dont celui-ci, et peut-être par rapport à d'autres objets de fiction une IA un peu particulière. Elle n'a pas de dessin propre. Elle reste. D'accord. Elle reste la plus objective ou la plus neutre en tout cas. Oui, elle reste en tous les cas à tout instant assujettie à ce pourquoi on l'a programmée, qui est de répondre à la crise épidémique. Et c'est ça qu'elle vient chercher auprès de Camus, constatant que dans l'état de la programmation qu'on lui a assigné, les mesures qu'elle prend ne sont pas nécessairement suffisantes pour prévenir l'extinction. Elle vient le voir pour lui demander d'aller au-delà de sa programmation. Elle lui demande cette autorisation. Elle se rapporte à lui comme étant son suprême garant humain, son suprême programmateur, on dirait, en informatique. Alors moi je meurs d'envie de vous poser la question, donc du coup comment répond Camus, mais j'imagine qu'il faut acheter ou lire le livre en tout cas. Et en tout cas ce qui m'intéresse dans ces ouvrages de fiction, c'est de poser des questions auxquelles je n'ai pas la réponse moi-même. Il n'y a pas de morale ni dans Sarah ni dans Tuer Camus. Il y a une question majeure. Le thème central du livre, c'est en contexte d'hyper-technologisation des sociétés, face à la menace de pandémique et au risque de notre extinction, qu'est-ce qu'on a à privilégier, notre liberté ou notre survie ? Il y a dans cette polarité quelque chose d'essentiel, je pense pour notre présent, mais aussi pour notre avenir. Et les premiers retours des lecteurs me montrent que cette question résonne avec un peu ce qu'on vit en ce moment. Et ça m'intéresse de partager ça et de sentir qu'il y a un écho à ce questionnement qui est partagé par d'autres. C'est très clair, c'est très juste. Merci beaucoup, Monsieur Merci Gruson, David Gruson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette édition du JT Vu d'ailleurs. Je suis ravi, encore une fois, d'avoir été avec vous en cette matinée. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.